chers téléspectateurs, nous vous présentons donc aujourd'hui un nouveau numéro de Passé Présent et je vais tout d'abord vous parler du pacte germano-soviétique d'août 1939. Un moment important dans l'histoire des relations internationales dans la mesure où il annonçait pratiquement la guerre qui allait se déclencher quelques jours plus tard. En même temps, un moment qui est resté pendant longtemps dans l'oubli dans la mesure où c'était un épisode un petit peu gênant évidemment pour l'URSS de Staline qui se targuait ensuite d'avoir été la grande puissance victorieuse du nazisme. Alors l'histoire des relations russo-allemandes est une histoire assez ancienne, au XIXe siècle, dans le contexte de la Sainte Alliance, la Prusse victorieuse de Napoléon et Alexandre Ier de Russie qui avait été le tombeur du Premier Empire en 1812 étaient naturellement alliés, se sont naturellement alliés après l'épisode révolutionnaire et impérial. Et dans l'Europe du XIXe siècle, pendant longtemps, Berlin et Saint-Pétersbourg sont restés tout à fait proches. C'est particulièrement vrai à l'époque du chancelier Bismarck, après la victoire contre la France, celui-ci entend isoler complètement celle-ci en Europe, et il s'appuie pour cela sur l'alliance des trois empereurs en 1873 entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Et Bismarck reste attaché jusqu'au bout à cette alliance. Il va même conclure avec la Russie un traité de réassurance, mais une partie des dirigeants allemands considère qu'il y a une contradiction complète dans cette affaire, à savoir que la Russie et l'Autriche étant opposées dans les Balkans, on ne peut maintenir ces deux alliances à la fois. Et finalement, quand Bismarck quitte les affaires en 1890, eh bien c'est une ligne différente qui s'impose, et du coup ça va ouvrir la perspective de l'alliance franco-russe conclue en 1891-93. La Russie et l'Allemagne n'en deviennent pas pour autant des ennemis jurés, puisqu'il y a des relations personnelles fortes entre Nicolas II de Russie, marié à une princesse allemande, et puis l'empereur Guillaume II. On sait comment, dans les derniers jours de juillet 1914, ils échangent des télégrammes. Willy et Nicky échangent des télégrammes pour essayer de sauver la paix, finalement sans succès, du fait de la mobilisation générale décrétée par la Russie. Ensuite, c'est la guerre, mais la tentation d'un rapprochement demeure, et on sait qu'au moment de la défaite russe de 1917, à l'époque de l'armistice puis du traité de Brest-Litovsk, en Allemagne, certains, je pense notamment au général Hoffmann, qui était le chef d'état-major d'Hindenburg sur le front de l'Est, eh bien, Hoffmann souhaitait une alliance carrément avec la Russie tsariste, un renversement d'alliance dans la perspective d'une grande alliance continentale contre la France, l'Angleterre et les États-Unis. Après, la défaite intervient, la guerre civile en Russie, mais les deux puissances se retrouvent en 1922 lors de la fameuse conférence de Rapallo où l'Allemand Walter Rathenau et le Russe Tchitcherin vont s'entendre, d'abord pour une reconnaissance mutuelle des deux régimes, la République de Weimar d'une part, le régime soviétique de l'autre, qui n'est reconnu à l'époque par aucune grande puissance. Et puis derrière ces accords, il y a aussi des fameux accords secrets qui vont permettre une partie, au moins en partie, le réarmement de l'Allemagne, du fait de manœuvres clandestines, d'échanges techniques entre l'Allemagne et la Russie. Et puis, de manière générale, il y a en Allemagne une tendance forte dans le sens d'une alliance continentale. Bernard von Bülow déclare ainsi en 1925 à Genève au Français Paul Boncourt qu'il souhaite vivement voir rétabli l'alliance qui avait cours sous Bismarck. Du côté russe, un général comme Tukhachevski, lui aussi, est attaché à une idée de ce type. En Allemagne même, certains courants, je pense notamment aux nationaux-bolcheviques d'Ernst Niekisch, sont partisans d'une alliance entre les deux nations qui sont en quelque sorte à l'époque les pestiférés du concert international, la Russie communiste, la Russie révolutionnaire, et puis l'Allemagne de Weimar de l'autre. Pour ne rien dire des visions géopolitiques d'un Karl Haushofer, qui lui aussi se veut le champion d'une grande alliance continentale contre ce qu'il appelle le boa anglo-saxon. Alors, tout cela, évidemment, va être sérieusement remis en cause
cause avec l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. Sous la République de Weimar, on l'a vu avec Rapallo, les deux États entretiennent des relations finalement normales. Quand l'Allemagne conclut le pacte de Locarno avec les puissances occidentales, pacte selon lequel elle reconnaît ses frontières occidentales mais pas ses frontières orientales, on s'inquiète évidemment à Moscou, et l'Allemagne en avril 26 va signer un traité avec l'URSS, qui ne sera pas dénoncé d'ailleurs par Hitler après son arrivée au pouvoir en 1933. Cela dit, tout le discours anticommuniste propre au nazisme évidemment ne facilite pas les relations, et les choses ne s'arrangeront pas quand en 1937 se constituera le pacte anticominterne avec l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Du côté russe, du côté soviétique, on s'inquiète aussi des initiatives de Hitler. On les connaît, réarmement allemand en 1935, remilitarisation de la Rhénanie en 1936, l'Anschluss, la récupération de l'Autriche en mars 1938, la question des Sudètes, la première crise tchécoslovaque en septembre 1938, et à Munich, on le sait, Staline n'est pas présent, et il en est extrêmement ulcéré. L'affaire se passe dans le cadre d'un pacte à 4, France, Angleterre, Allemagne, Italie, dans lequel Staline voit déjà se dessiner une possible coalition contre la patrie du prolétariat. Donc il a toute raison de s'inquiéter de ce rapprochement. Il constate ensuite qu'en mars 1939, Hitler peut mettre la main sur ce qui restait de la Bohème, qui devient protectorat allemand, de Bohème-Moravie, alors que la Slovaquie devient indépendante. La route semble ouverte pour les ambitions hitlériennes, sans qu'il y ait, il faut bien le dire, beaucoup de réactions du côté de Paris et de Londres. Et Staline voit bien que l'étape suivante, évidemment, c'est la Pologne, avec la question de Danzig, ville libre sous mandat SDN, mais allemande à 100%, dont Hitler réclame la rétrocession à l'Allemagne, et puis la question des voies ferrées et autoroutes extraterritoriales à travers le fameux corridor pour joindre l'Allemagne à la Prusse orientale. Et Staline voit bien qu'il va forcément être amené à jouer un rôle dans cette affaire-là, puisque la Pologne, évidemment, est frontalière de l'URSS. La Pologne, qui se tourne d'abord vers les Occidentaux, vers Londres et vers Paris. Les Anglais, Neville Chamberlain, furieux évidemment de ce qui s'est passé avec l'annexion de ce qui restait de Tchécoslovaquie en mars 1939, va donner sa garantie à la Pologne, de manière un peu légère d'ailleurs, car on peut la donner en principe, mais concrètement on ne voit pas tellement comment tout cela peut se mettre en œuvre. Et puis Paris va en faire autant, confirmer le traité polono-français de 1921, la Pologne se trouve donc garantie par la France et l'Angleterre. Hitler n'apprécie pas, dénonce l'accord naval anglo-allemand de 1935, dénonce le pacte de non-agression conclu avec la Pologne en 1934. Pendant ce temps-là, Staline observe. Je l'ai dit, il a été tenu à l'écart de Munich et il entend bien prendre sa revanche et jouer un rôle décisif dans la nouvelle crise qui s'annonce. Et il va le faire en pratiquant une duplicité diplomatique qui va le conduire à mener des négociations parallèles avec, d'une part, les Occidentaux, français et anglais, et d'autre part, secrètement d'abord, mais ensuite au grand jour, avec l'Allemagne. Et à l'issue de tout cela, ça se terminera sur un coup de tonnerre qui sera le pacte germano-soviétique conclu en août 1939. La France et l'Angleterre cherchaient l'alliance soviétique parce qu'elles souhaitaient renouveler l'alliance de la Triple Entente de 1914, avoir une alliance de revers contre la menace allemande, une idée caressée depuis longtemps en France. Dès que l'Allemagne est réapparue menaçante, Louis Barthou dès 1934, Pierre Laval en 1935 sont allés dans ce sens, mais sans que cela débouche sur quelque chose de concret. Il y a bien eu un pacte franco-soviétique en 1935, ratifié en 1936 par les chambres françaises, mais sans convention militaire précise et contraignante. Alors finalement, quand arrive le printemps 1939, alors que s'annonce la crise polonaise qui va suivre, Staline va mener des négociations parallèles entre les Français et les Anglais d'un côté, les Allemands de l'autre. Avec les Français et les Anglais, le Kremlin va proposer un pacte d'assistance mutuelle avec une convention militaire, bien sûr, mais aussi
l'octroi de garanties à tous les États entre la Baltique et la mer Noire. C'est-à-dire qu'une alliance franco-anglo-russe aurait en quelque sorte garanti la stabilité des frontières pour tous les États d'Europe orientale face à la menace allemande. On voit bien quelle est l'intention de Staline, c'est de ramener la Russie dans ces régions-là dont elle avait été en partie refoulée, à l'époque où les puissances occidentales avaient voulu établir contre la Russie révolutionnaire le fameux cordon sanitaire en 1918-1919. Évidemment, du côté de Londres et de Paris, on n'entend pas aller aussi loin, bien sûr, parce qu'on sait bien que Polonais, Roumains ont toutes les raisons de se méfier des ambitions soviétiques. Établir ainsi un système global de sécurité qui permettrait à l'URSS de revenir au premier plan dans cette région, ça fait que les négociations vont évidemment traîner. La démission de Litvinov, commissaire du peuple aux affaires étrangères en mai 1939, le 3 mai, n'est pas un très bon signe, car il était plutôt favorable à une alliance avec les démocraties occidentales. Celui qui lui succède, Molotov, lui au contraire est davantage tenté par un rapprochement avec l'Allemagne, qui correspond d'ailleurs à l'époque aux souhaits de Staline. Alors les négociations avec les Français et les Anglais vont s'engager, vont se poursuivre au cours du mois de juillet. Fin juillet, un accord est presque atteint, mais rien n'est signé. Il s'agit là seulement d'un accord politique. Molotov propose une convention militaire. Du coup, on envoie des militaires. Les Français envoient le général Doumenc à Moscou, les Anglais l'amiral Plunkett. Ils se retrouvent face à Voroshilov, le ministre soviétique de la Défense. Nous sommes là maintenant au mois d'août, les négociations commencent, mais à ce moment-là, il y a une question qui va se poser qui était un peu inattendue. Les Soviétiques font valoir que si on veut d'eux dans une alliance de ce type, il faut qu'ils puissent intervenir en Pologne, évidemment, contre l'Allemagne en cas de conflit. Ce qui implique de demander l'accord, évidemment, du gouvernement polonais et principalement du ministre des Affaires étrangères, le colonel Beck, qui est un peu l'homme fort du régime dit des colonels à l'époque en Pologne. Et évidemment, les Polonais refusent parce que les alliés russes, ils connaissent, ils ont déjà éprouvé dans le passé l'occupation russe, et ceci pendant très longtemps, et ils se doutent bien que cette alliance pourrait avoir des conséquences peu souhaitables pour eux. Alors finalement, tout va être bloqué à cause de ça. Le 25 août, après donc la conclusion du pacte germano-soviétique, Molotov pourra dire à l'ambassadeur de France à Moscou, un grand pays comme l'URSS ne pouvait aller jusqu'à supplier la Pologne d'accepter une assistance russe dont elle ne voulait à aucun prix. Donc les choses étaient simples de ce point de vue. Doumenc a beau déclarer à Voroshilov que la France se fait forte de convaincre la Pologne dans ce sens, les Soviétiques exigent l'accord précis de la Pologne, accord évidemment qui ne viendra pas. Mais alors qu'on est au cœur de ces discussions, nous sommes maintenant au-delà du 20 août, le 21 août, la Pravda annonce la conclusion d'un accord commercial à Berlin entre l'URSS et l'Allemagne, ce qui évidemment a de quoi inquiéter les délégations occidentales. Cela dit, le 22 août, Édouard Daladier, le président du Conseil français, est toujours optimiste, il espère toujours la conclusion d'un accord avec Moscou, mais le 23, l'Allemand Ribbentrop arrive à Moscou et on va conclure le 23 le pacte germano-soviétique. Alors, comment tout cela a-t-il été possible? C'est une affaire déjà ancienne. Les Soviétiques et les Allemands ont entretenu des contacts secrets depuis déjà un certain temps avec des émissaires soviétiques en Allemagne et même après l'arrivée au pouvoir de Hitler, malgré les furieux discours anti-bolcheviques, l'évocation de l'espace vital à conquérir à l'Est. On sait aussi être pragmatique du côté de Berlin. Et il en va de même, quel que soit l'affrontement idéologique du côté de Moscou. En décembre 1933, Molotov, devant le comité exécutif du parti, va tenir des propos extrêmement modérés vis-à-vis de l'Allemagne, qui est pourtant l'Allemagne nazie. Litvinov, quelques jours plus tard, va rappeler ce qu'avait été l'hostilité de la Russie soviétique, de la Nouvelle-Russie au traité de Versailles. Il va souhaiter que l'on développe les partenariats commerciaux qui s'étaient mis en
place avec l'Allemagne à l'époque de la République de Weimar, hein, et il laisse entendre qu'après tout, un parti d'opposition qui arrive au pouvoir peut très bien changer son discours par rapport à la phase de conquête de celui-ci, c'est-à-dire que l'anti-bolchevisme frénétique des Allemands va peut-être s'atténuer maintenant au contact des réalités. En 1934, au 17e congrès du parti, Staline tient un discours dans le même sens, dans le sens de l'apaisement. Après, les choses se détériorent, hein. Il y a le congrès du Comintern en 1935, où alors là, le fascisme rapace allemand est considéré comme l'ennemi numéro un, où l'Union soviétique joue à fond la carte de l'antifascisme pendant plusieurs années, mais finalement, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Et il se trouve qu'en janvier 1939, à Berlin, à la réception du corps diplomatique, Hitler va s'entretenir très longtemps avec l'ambassadeur Merkalov, ce que personne, que tout le monde remarque plus exactement, hein, ça a un sens, hein. Et le Völkischer Beobachter, l'organe officiel du parti nazi, va même considérer que la révolution russe était porteuse d'un potentiel tout à fait d'innovation en faveur de la modernité, de la paix, etc. Alors avec une réserve évidemment, c'est que Lénine et Staline avaient laissé s'exercer une funeste influence juive, c'est ce qu'explique le Völkischer Beobachter. Mais enfin, ça veut dire que la perspective de tout contact n'est pas bouchée. Et Staline, à partir de cette année 1939, va envoyer à Berlin un chargé d'affaires, Astakov, un conseiller commercial, qui discrètement va prendre des contacts avec les Allemands, avec des diplomates allemands. Un discours de Staline de mars 1939 au 18e congrès du parti se veut pacifique, se veut favorable à un rapprochement. Et en avril 1939, c'est l'ambassadeur soviétique Merkalov qui vient contacter le secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères, Ernst von Weizsäcker, afin de normaliser et améliorer les relations entre les deux pays. Donc nous sommes là au printemps 1939. Hein. En plus, en mai 1939, Litvinov est écarté. Litvinov, de son vrai nom, Mer Genok Moïsevitch, était un juif, et du côté allemand, c'est interprété comme un signal envoyé par la partie soviétique. Hein. On se félicite de l'arrivée aux affaires étrangères en URSS de Molotov. On oublie du côté allemand qu'il est marié à une juive. Donc c'est un petit peu à géométrie variable, l'analyse que font les Allemands à ce moment-là. Mais en tout cas, on pense que cette mise à l'écart de Litvinov, ça correspond à une volonté de changement apparue au Kremlin. En mai, Astakov, l'envoyé de Staline, évoque l'esprit de Rapallo. Toujours au mois de mai, Molotov explique à l'ambassadeur allemand von Schellenberg à Moscou qu'il fallait trouver des bases politiques pour un accord entre les deux pays. Ribbentrop, de son côté, fait savoir au personnel de la Wilhelmstrasse, le ministère allemand des Affaires étrangères, qu'il faut une franche explication avec Moscou. Et finalement, il va charger le secrétaire d'État von Weizsäcker et l'un de ses conseillers, Friedrich Gauss, de préparer une reprise sérieuse des relations avec Moscou. Des négociations précises vont être engagées à partir de la mi-juin, hein, par l'intermédiaire de Galeazzo Ciano, le ministre italien des Affaires étrangères, qui va contacter l'ambassade soviétique de Rome pour présenter les propositions allemandes. Les choses vont ensuite s'accélérer au cours du mois de juillet. On commence à discuter de Danzig, du corridor de Danzig, dont il est admis qu'il reviendrait à l'Allemagne en cas de guerre avec la Pologne, celle-ci renonçant au territoire galicien et ukrainien en revanche de la Pologne. Hein. On discute aussi de la question des pays baltes, où l'Allemagne annonce qu'elle est prête à considérer les intérêts soviétiques dans cette affaire. Hein. Et au moment où débutent les conversations militaires avec les Français et les Anglais, eh bien, en même temps, Astakov suggère que vienne à Moscou une haute personnalité allemande. Ribbentrop se propose pour cela. Hein. Le 17 août, il propose un pacte de non-agression pour 25 ans. Le Kremlin répond en disant qu'il souhaite un accord général sur diverses questions, toujours ce souci d'un système global qui permettrait à l'URSS de revenir en force en Europe orientale. Hein. Le 19 août, l'URSS remet un projet de pacte à l'Allemagne.
l'Allemagne. On se met d'accord à ce sujet. Dans la nuit du 20 au 21, Hitler est d'accord. Staline adopte le jour du 23 août pour la signature. Et avec l'arrivée de Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères, à Moscou. L'accord secret est rédigé par Frédéric Gauss et Molotov en présence de Staline et le pacte est ainsi conclu le 23 août 1939. C'est un pacte de non-agression qui entre immédiatement en vigueur. Ce qui est important, c'est qu'il est accompagné d'un protocole secret qui prévoit la fourniture à l'Allemagne de tout ce dont elle peut avoir besoin en termes de matières premières en cas de conflit. C'est une manière de tourner évidemment le blocus naval franco-anglais qui interviendra en cas de guerre. Et puis également, on prévoit le partage de l'Europe orientale en sphère d'influence, le partage de la Pologne, le retour des pays baltes et de la Finlande et de la Bessarabie roumaine, la Moldavie, à la Russie soviétique. Et c'est dans ces conditions que Berlin et Moscou se rapprochent contre toute attente. C'est une surprise évidemment énorme, avec les conséquences que l'on sait, c'est que l'Allemagne désormais sait qu'elle n'aura pas à compter avec une forte partie à l'Est en cas de guerre contre la Pologne. C'est un encouragement plus ou moins direct au déclenchement de la guerre qui va survenir le 1er septembre 1939. Quant à Staline, il pense qu'il était nécessaire pour lui de gagner du temps, de laisser s'engager la guerre entre les démocraties occidentales et l'Allemagne, avec l'idée bien sûr que le moment venu, et en fonction de l'évolution de celle-ci, l'URSS pourrait intervenir pour tirer les marrons du feu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jules Bonneau, la bande à Bonneau, que tout le monde connaît, bien sûr, ne serait-ce que par les Brigades du Tigre. Jules Bonneau, eh bien, ça commence comme du Zola. Il est né en 1876 dans le Doubs, dans une famille vraiment très pauvre. Son père est un ouvrier, mais l'ouvrier le moins qualifié qui soit. Il ne mange pas toujours à sa faim à la maison Bonneau. La maman meurt très vite. Il y a un grand frère, mais qui est dépressif et qui finira par se suicider parce qu'il a une histoire de cœur. Et le petit Jules Bonneau est d'emblée un sale gamin, c'est-à-dire qu'il est mal noté, il ne s'intéresse pas à l'école, il est toujours en train de se battre, on suit son carnet scolaire où il est déjà marqué comme violent, incontrôlable, etc. Et il va être condamné pour une première fois parce qu'il a pêché avec un outil, enfin une canne à pêche qui n'est pas légale. Donc c'est sa première condamnation quand il a 14 ans. Jusque-là, c'est pas trop grave. Puis à 15 ans, parce qu'il se bat dans un bal, enfin, il tourne mal, le petit, et il finit par casser la figure à son père qui s'est remarié et ça se passe très mal et donc il part sur les routes. Alors il a pour lui qu'il est très doué pour la mécanique et les voitures, ça le passionne, ça le connaît. Donc il apprend le métier sur le tas, en étant apprenti d'abord, en se faisant virer régulièrement parce qu'il a un caractère extrêmement difficile. Puis dès qu'il devient bien installé dans un travail, il devient syndicaliste. Donc il se fait très mal voir et là aussi, il se fait renvoyer. Alors, il va épouser une gentille petite femme qui s'appelle Sophie en 1901. Ils ont un premier bébé qui meurt, puis un deuxième qui va appeler du nom de son frère suicidé. Et à un moment, ils habitent en Suisse, ça se calme un petit peu, il a un travail régulier, il est assez heureux en ménage, et puis bien sûr, syndicalisme, agitation, il est renvoyé. On le retrouve chez Berlier à Lyon, parce qu'il a maintenant un très bon niveau en mécanique. Mais c'est pareil, il est absolument ingérable. Syndicaliste et agitateur, il est renvoyé. On le retrouve à Saint-Étienne et là il est hébergé par le secrétaire du syndicat qui va tellement bien s'occuper de sa femme qu'il va partir avec sa femme et le petit garçon il ne les reverra jamais. Mais ce syndicaliste a tellement peur de Bonneau qui est incontrôlable qu'il va se réfugier en Suisse et finir
séjour en Suisse et le petit garçon finira par avoir le nom de Besson, c'est-à-dire le nom du mari de sa maman, pour éviter le nom de Bonneau. Il y a des descendants de ces Bessons de Suisse. Alors le voilà fou de rage, il ne peut même pas se venger sur l'amant de sa femme qui a disparu, et là il tombe vraiment dans le banditisme, avec quand même un petit voyage à Londres où très curieusement il se retrouve pendant quelques semaines chauffeur de Sir Conan Doyle. Que c'est son seul voyage à peu près normal. Il va se mettre en affaire avec un certain Italien qui lui est très proche des anarchistes, Joseph Platano, et ils ouvrent un atelier de mécanique. Dans la journée, ils réparent des voitures et le soir, ils font des casses en utilisant ces mêmes voitures. Et puis Platano lui dit non, j'ai de l'argent, j'ai 30 000 francs, on va monter à Paris, on va retrouver les autres copains anarchistes et là on va se lancer vraiment dans quelque chose de plus sérieux que ces petits cambriolages au petit pied. Qu'est-ce qui se passe pendant le voyage? On ne sait pas trop. Selon Bonneau, Platano, qui n'est pas très doué avec les armes à feu, se blesse grièvement. Bonneau voit qu'il est perdu et l'achève pour lui éviter de souffrir. L'autre version, c'est qu'il l'a purement et froidement descendu pour voler les 30 000 francs que portait Platano. Enfin, il arrive à Paris et là, il va retrouver le groupe des anarchistes qui étaient les copains de Joseph Platano. Alors là, c'est très, très intéressant comme période. C'est autour du journal L'Anarchie, alors qui avait été fondé par un certain Libertad. C'est dirigé par Victor Serge, qui lui est d'origine russe. Sa maîtresse, sa compagne, qui s'appelle Rirette Maître Jean, qui a elle-même deux petites filles d'un autre mariage. Et tout ce monde-là accueille les anarchistes qui viennent au fur et à mesure. Alors, ils ont un appartement à Paris, mais il y a surtout une grande maison à Romainville, avec un immense jardin. Et c'est un peu une époque d'âge d'or, quoi. Ils vivent ensemble de façon très paisible. Ils sont végétariens, ils boivent pas d'alcool, ils méditent. C'est un peu des 68 arts, quoi. Une communauté, voilà. Et là, il y a certains qui sont russes, certains. On trouve toutes sortes de gens, dont des Belges aussi. Et il y a en particulier Raymond Calmin, dit Raymond la science. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait plus d'études que les autres, mais il aimait bien le savoir. Et il disait d'un ton sentencieux, souvent, la science nous apprend que, d'où Raymond la science. Et puis il y en a un qui a des très beaux yeux bleus, Octave Garnier, mais qui est alors lui un chien fou, quoi. Ce sera lui d'ailleurs qui tuera le plus de victimes, qui fera le plus de victimes pendant l'épopée de la bande à Bonneau. Il y a André Soudy, alors lui, pauvre garçon, 20 ans, tuberculeux au dernier stade, et puis René Vallée, Caruy, Simintov, et puis Marie la Belge, jolie petite jeune femme qui vit avec Octave Garnier. Et finalement, ils vont décider d'attaquer. Alors, Victor Serge n'est pas d'accord, mais il sera très loyal envers la bande à Bonneau. Et le 21 décembre 1911, rue Ordener, dans une superbe voiture qu'ils ont volée, qui est une Delaunay Belleville, eh bien, ils attaquent un garçon de recette, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un transporteur de fonds, de la Société Générale, qui s'appelle Ernest Cabi, et son garde du corps. Ils vont leur tirer dessus. C'est un miracle que ces deux-là ne soient pas morts. Ils prennent tout leur temps pour remonter en voiture. Raymond la science laisse tomber la sacoche, s'arrête pour la ramasser. Enfin, ils tirent sur les passants. Pas d'autres blessés. Et les voilà partis avec cette Delaunay Belleville. Alors, très déçus du contenu de la sacoche. Il y a surtout des actions pas très utilisables ou des papiers et finalement 5 000 francs. Ils décident de se débarrasser de la voiture, veulent la jeter dans la Seine et chaque fois ça ne marche pas. Donc ils vont finalement ils se retrouvent à Dieppe et ils se disent bon, on va grimper la voiture sur la falaise, là on la pousse dans l'eau, on la retrouvera jamais. Panne d'essence, donc ils abandonnent la voiture en bas des falaises de Dieppe. Ils sont vraiment les pieds nickelés à ce niveau-là. Alors ils vont aller en Belgique pour essayer de monnayer les actions, ça va pas marcher, et ils reviennent se réfugier chez Victor Serge et Rirette
le gentil petit couple qui vraiment trouve que ce sont des copains un petit peu envahissants. Hein. Après ça, les actions violentes vont se multiplier. Le 31 décembre à Gand, il tue le veilleur de nuit pendant un cambriolage. Puis le 3 janvier, il tue un rentier et sa femme de chambre à Thiers. Et je vous passe toute la série des attaques. Il se concentre aussi beaucoup sur les notaires et il pensait que les notaires avaient beaucoup d'argent. Donc on attaquait un notaire, on était riche. Ils essayent de voler une autre très belle de Launay-Belleville. Ils aimaient bien cette voiture. Mais le chauffeur fait un geste que Bonneau trouve menaçant, et le propriétaire de la voiture et le chauffeur sont tués, et dans la foulée, ils attaquent la Société Générale de Chantilly. Alors, finalement, la bande va être petit à petit arrêtée, il reste Bonneau, Octave Garnier et un troisième qui est Monnier, je crois. Et Bonneau va tuer le numéro 2 de la Sûreté, Louis Jouin, à Ivry. Ça, c'était le 24 avril 1912. Jouin n'était pas armé et il est tué par Bonneau, qui lui-même est blessé dans cette échauffourée. Il va se réfugier chez un pharmacien qui va le dénoncer et finalement, va y avoir une sorte de Fort Chabrol qui s'est passé quelques années avant, dans un pavillon à Ivry, pavillon qui s'appelait le Nid Rouge, qui appartenait à un millionnaire communiste. Comme quoi, c'est rare, hein, c'est pas la majorité de l'espèce, mais il y en avait, qui était propriétaire de plein de petites maisons qu'il avait appelées de noms communistes. Donc il y avait Louise Michel, le Nid Rouge, enfin toutes sortes de noms comme ça. Ça sera un siège incroyable, qui va durer des heures et des heures. Et il y aura finalement 5000 personnes autour de ce pavillon de banlieue. Ça tire dans tous les sens. Et Bonneau ne réplique pas, il écrit son testament en prenant tout son temps. Et finalement, la police, il y aura le préfet Lépine, il y aura un régiment de zouaves, enfin, puis tous les habitants du coin vont venir et ils vont faire exploser la maison à la dynamite. Bonneau va être tué pendant cette attaque. Il aura 11 balles dans le corps. Et quelques jours plus tard, ce sera le tour de Garnier et de Vallée de subir le même genre d'assaut. Là, il y aura 5000 balles tirées, dont 2 seulement auront atteint leur but. C'est incroyable. Ils vont tuer donc le compagnon de Garnier. Et Garnier, lui, préférera se suicider. Un dernier mot, il y a un film formidable, un peu oublié, de 1968, où Bruno Kremer joue Jules Bonneau et où Jacques Brel joue Raymond Lascience. Et c'est un joli film. Nous recevons donc aujourd'hui Christophe Dickès, qui est un historien de la papauté. Il a déjà publié dans la collection bouquins d'édition Robert Laffont un dictionnaire du Saint-Siège et du Vatican, qui est un ouvrage collectif d'envergure, je crois. Combien de collaborateurs? 45 auteurs de 7 nationalités différentes, voilà. Donc que j'ai dirigé pendant 5 ans. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, un travail de référence que l'on ne peut que conseiller à nos auditeurs. Alors, il publie aujourd'hui aux éditions Talendier ces 12 papes qui ont bouleversé le monde. 12 papes qui ont bouleversé le monde, donc une sélection sur laquelle nous allons revenir, évidemment. Nous n'aurons pas le temps d'évoquer les 12, cependant, et qui est un ouvrage, là, destiné, on peut le dire, davantage au grand public que l'ouvrage de la collection bouquins de Robert Laffont. Alors, ces 12 papes, j'ai constaté quelques absences, mais il fallait bien évidemment faire des choix. J'ai un petit peu regretté l'absence de Pie XII, qui est une figure quand même extrêmement sympathique, on peut dire. Là, c'est pas un jugement très historique, mais enfin. Mais vous avez, je crois, quand même avancé quelques raisons pour justifier en quelque sorte cette sélection. Pie XII, vous n'êtes pas le seul à me le reprocher. Hein. Il y a toujours des frustrations à choisir les papes qui, pendant la période contemporaine, ont marqué l'histoire. Et c'est une question que j'ai régulièrement posée pendant 2 années. Et j'ai eu beaucoup d'avis différents et j'ai dû opérer
opéré ce choix. Alors pourquoi je n'ai pas pris Pie XII? Parce que je pense que c'était un très bon écrivain, certes, qui a énormément réfléchi sur la contemporanéité, si vous me permettez ce néologisme, mais pour moi ce n'était pas un grand gouvernant. Il a inspiré l'Europe, oui, il a inspiré l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais cette aspiration a duré dans le temps de manière très courte. Et c'est l'Europe de Schuman, c'est l'Europe de Gasperi, comme vous le savez très bien, mais comme on le sait aussi, l'Europe chrétienne aujourd'hui n'existe pas, et les racines chrétiennes ne sont pas inscrites dans la Constitution. Donc, en fait, c'est un pape. La démocratie chrétienne, c'était pas une garantie pour le christianisme de durée. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est un pape qui subit. Alors, il y a une vraie réflexion que je pourrais mener plus tard sur ces papes qui ont subi, notamment Pie IX. On m'a reproché de ne pas prendre Pie IX, alors que Pie IX est extrêmement important au XIXe siècle. C'est un des pontificats les plus longs. Mais pour moi, c'est un pape qui subit. Mais l'Église, et je le montre à travers mon livre et à travers cette histoire, l'Église, et en cela je suis très bainvillien, j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat sur l'œuvre de Jacques Bainville, l'Église est une suite de l'histoire de l'Église, comme l'histoire tout court, est une suite de renaissance et de décadence, et l'Église sait sortir de ces crises. Et ces personnages que j'ai retenus sont des personnages qui, pendant des périodes de transition de l'Église, ont su participer de cette transition, porter cette transition et changer, être moderne, je ne dis pas moderniste, être moderne, c'est-à-dire répondre aux défis de leur temps. Alors il y a quelques réserves également pour certains des papes que vous avez retenus. Je pense notamment à Pie XI, on peut lui faire un certain nombre de reproches. La condamnation de l'action française, l'abandon des Cristeros mexicains, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Alors, pourquoi j'ai pris Pie XI? J'ai pris Pie XI, en fait j'ai posé la question à un personnage important qui est le pape émérite lui-même, et je lui demandais quels étaient pour lui les papes les plus importants du XXe siècle. Et j'ai choisi Pie XI, allant dans le sens de Benoît XVI, à cause des accords du Latran, ni plus ni moins. Parce que c'est lui qui crée le Vatican contemporain. Et c'est un fait historique qu'on ne peut pas éluder. C'est une évidence. Et après, je l'ai pris. J'ai pas pris le Pie XI de la condamnation de l'action française, bien évidemment, je reste bainvillien. J'ai pas pris le Pie XI des Cristeros. J'ai pris le Pie XI des 2-3 dernières années, où on voit véritablement, et les travaux historiques le montrent, que Pie XI reconnaît au fond son erreur et condamne ce qu'il ne condamnait pas avant à travers les différentes encycliques, Milbrennender sur jeu, l'encyclique condamnant le nazisme, l'encyclique condamnant le communisme, etc. Donc c'est le Pie XI des dernières années qui font en quelque sorte du pape ce qui existait un peu au moment du règne de Léon XIII, que je n'ai pas retenu aussi Léon XIII, alors que j'aurais pu retenir. Léon XIII, c'est la renaissance diplomatique du Saint-Siège. Pie XI, c'est en quelque sorte, il est sur le toit diplomatique en apparaissant comme une conscience de l'humanité. Et c'est ce que saluent en fait tous les commentateurs à sa mort. Donc, que les téléspectateurs ne s'y méprennent pas, je retiens 2 faits particuliers de Pie XI, à la fois les accords du Latran et le dernier Pie XI qui me semble louable. Il est mort en 1939. Il est mort en 1939 et donc il laisse la place à Pie XII. Voilà. Et pour rebondir à propos de Léon XIII, vous dites retour sur le terrain diplomatique, c'est tout à fait vrai. Il y a une vraie politique à ce moment-là de la papauté dans ce sens-là, mais qui trouve quand même ses limites, parce que le ralliement à la République en France, parce qu'on veut équilibrer la crise en Allemagne du Kulturkampf, etc., ça ne va pas donner de brillants résultats au cours des années suivantes. Et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu, parce que la politique de Léon XIII a ses limites sur le centre du monde que constitue l'Europe. C'est une évidence. Mais il ne faut pas, si vous voulez, on m'a beaucoup reproché au moment du dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège de ne pas avoir un regard franco-français. Mais je ne suis pas là pour avoir un regard franco-français, je suis là pour étudier l'histoire, et l'Église est universelle, elle fait partie de... l'Église est dans toutes les parties du monde. Et par exemple, la politique de Pie X
en Europe est un échec. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à freiner l'inéluctable. En revanche, la politique étrangère de Pidis en Amérique latine était telle qu'on disait que Pidis était le pape de l'Amérique latine. Et il a participé à bien des arbitrages et bien des médiations qui font de lui un pape beaucoup plus politique qu'on ne le dit généralement. Oui, oui, Pidis qui... on peut le dire, a été la cible de beaucoup de critiques. C'est le pape de l'époque de la séparation en France, de la rupture entre le Vatican et la France. C'est l'époque de Mairie Delval au secrétariat d'État. Mais en même temps, c'est un pape qui, sur le plan spirituel, va avoir un charisme personnel tout à fait considérable, ce pape Sarto. Pidis est complètement réhabilité aujourd'hui par l'historiographie, les études d'histoire en Italie. Et plus que les études d'histoire, il est réhabilité sur le plan juridique. Pourquoi ? Parce que c'est le pape qui, d'abord, met fin à la papauté royale. C'est-à-dire qu'il fait une réforme de la curie qui, à côté de laquelle la réforme de la curie du pape François est un simple toilettage ou une simple professionnalisation, une réorganisation. Le pape Pidis dit les états pontificaux, ça fait partie du passé, on va rentrer dans le XXe siècle, spirituel d'abord. On va réorganiser, Maurras disait politique d'abord, Saint-Pidis aurait pu dire spirituel d'abord. Il faut recentrer l'Église sur son rôle spirituel. Et donc il réorganise la curie en fonction de cette problématique, de cette priorité. C'est aussi le pape de la réforme du droit canon. Avant, c'est un peu, et je le dis non sans provocation, c'est un peu la nuit du 4 août, Saint-Pidis. Pourquoi ? Parce qu'il met fin à des siècles de droits particuliers. Et alors, il garde des droits particuliers dans certains cas, et puis notamment en Orient, c'est évident, mais à côté de cela, il fait une réforme du droit en unifiant en fait les pratiques juridiques à l'échelle de la Terre. Et ça, c'est extrêmement important sur le plan juridique. On a toujours... Alors, on voit Pidis avec la crise du modernisme, etc., mais l'Église est faite de droit, les sociétés sont faites de droit, et lui, il organise le droit tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Alors il y a une réforme du droit canon, un peu au moment du Concile Vatican II, plus encore au moment du pontificat de Jean-Paul II, mais les grandes lignes restent, de mon point de vue, marquées par le code pio-bénédictin, Saint-Pidis et Benoît XV, parce qu'il a été édité au moment du pontificat de Benoît XV. Donc c'est un pape extrêmement important. De mon point de vue, c'est le pape qui fait entrer l'Église dans le XXe siècle. Il n'y a pas, et puis surtout, dans sa condamnation de certains aspects de la modernité, il y a, comme il y avait déjà sous Pie IX, la vision des totalitarismes et du laïcisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, oui, des totalitarismes qui font que un monde sans Dieu permet tous les excès à la fois du national-socialisme, les excès aussi du communisme. Alors, en fait, ce que vous ne souhaitez pas, c'est que l'on réduise Pidis au débat autour de la crise moderniste. Exactement. Ce qui est un peu, effectivement, une vision franco-française, là. Mais c'est une vision franco-française et moi, encore une fois, je fais œuvre d'historien, je ne me focalise pas sur un point, je vois ce qui est fait à côté. J'ai pris aussi Jean XXIII. Pourquoi Jean XXIII? Pour deux raisons essentielles. Parce que qu'on soit contre ou pour le Concile Vatican II, on ne peut pas dire que le Concile n'ait pas marqué l'Église. Il a marqué l'Église et il a marqué l'Église et que ce soit dans un sens positif ou négatif, encore une fois, eh bien, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Mais je l'ai pris aussi pour sa médiation à Cuba. Pourquoi? Parce qu'à Cuba, il a évité, au moment de la crise de Cuba, je suis un élève de Georges-Henri Soutou, qui est un grand spécialiste de la guerre froide, et Jean XXIII
un moment où les négociations étaient absolument bloquées et que l'on était sur le point de déboucher sur un conflit nucléaire, a joué un rôle de médiateur et a permis aux deux parties de sauver la face, ce qui a, et ça compte dans l'histoire de l'humanité, évité un conflit nucléaire, alors comme on le sait, des missiles étaient installés à Cuba, prêts à être lancés vers les côtes de Floride. Donc, de mon point de vue, c'est très important. Mais je prends d'autres papes, là on est sur l'histoire contemporaine, je prends d'autres papes comme le pape Pie V. Pie V, très important. Pie V est vu comme un affreux pape obscurantiste. C'est le pape de l'épante, mais là encore, je me situe en décalage, c'est-à-dire que Pie V, pour moi, c'est le pape véritablement du Concile de Trente. C'est pas lui qui l'appelle. C'est lui qui le met en œuvre, en fait. C'est lui qui le met en œuvre. La papauté avait besoin de sortir de ces papes de la Renaissance. Paul III, c'est celui qui appelle le concile de Trente. Mais personne n'y croit au concile. Tout le monde parle de concile depuis un siècle et demi. Et personne n'y croit. Même le pape n'y croit pas lui-même. Il y a 25 ou 30 évêques à Trente au début. Or, le concile va avoir lieu. Sa mise en application va être véritablement lancée par un pape intègre, qui n'est pas mondain, qui n'a pas d'enfant, puisque les papes de la Renaissance, Jules II avait 3 filles, je prends Jules II pour l'art dans les papes, et Pie V marque l'Église pour les 4 siècles qui suivent, et ça compte. C'est l'Église, il passe d'une Église triomphante à une Église militante qui répond aux défis de la colonisation. Voilà. Alors la contre-réforme, je m'oppose un peu au terme, et d'ailleurs l'historiographie, aujourd'hui, ce n'est plus le terme. Voilà, ce n'est plus le terme. Il y a la réforme catholique, et cette réforme catholique existe bien avant l'arrivée de Luther. Et la réforme catholique, c'est pour ça que c'est une source d'espérance, elle vient de la base. Elle vient de la base. Il y a une vraie soif de spiritualité. On dit toujours que le protestantisme a popularisé la lecture de la Bible. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas le protestantisme qui a popularisé l'histoire de la Bible, la lecture de la Bible. Ce sont les catholiques qui avaient soif d'en venir au texte et qui voulaient lire ce texte. Donc, tout cela participe de cette spiritualité qui arrive bien avant le protestantisme et que ponctue au sens propre le Concile de Trente que met en œuvre la papauté, qui prend au fond le mouvement à la fin, historiquement, mais qui le met en œuvre pour pouvoir répondre aux défis à la fois de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Et un pontificat de Pie V très important, effectivement, par les retombées sur le long terme, mais qui est très court. C'est un pontificat de quelques années seulement. Qui est très court, mais alors ça c'est une des grandes questions de savoir si un pontificat long est plus important qu'un pontificat court. 6 ans effectivement, 1572, il meurt en 1572. C'est un pontificat très court, mais qui véritablement donne une image à la papauté qui est très importante dans la mesure où on sort de ces papes qui font la guerre, de ces papes. Jules II, que je présente dans le livre, Jules II était un pape qui montait à cheval et faisait la guerre contre Louis XII. On a du mal à imaginer cela. Mais surtout aujourd'hui. Voilà, c'est l'époque des papes rois. C'est l'époque des papes rois qu'on peut faire remonter les débuts des papes rois, c'est-à-dire qui ont un rôle monarchique, véritablement, c'est Grégoire VII avec la fameuse réforme grégorienne à la fin du XIe siècle. Ah oui, Grégoire VII, il est intéressant. Alors là, parlez-nous-en. Il institutionnalise l'Église, c'est-à-dire que on a du mal, pour nous, l'Église aujourd'hui, c'est une institution pyramidale. On a une vision très 19e, très 20e siècle, très héritée de Pidis, de Saint Pidis, cette structure pyramidale. Structure à part, en quelque sorte. On distingue le monde de l'Église et le monde laïque. Or, avant la réforme grégorienne, les structures étaient beaucoup plus imbriquées les unes et les autres. Vous savez, on parle toujours de l'Église ad intra et ad extra, tournée vers elle-même et tournée vers l'extérieur. Cette notion n'existe pas au Moyen-Âge. Cette notion n'existe pas au Moyen-Âge. Les choses étaient beaucoup plus imbriquées qu'elles l'étaient. Or, Grégoire VII souhaite très clairement se distinguer du pouvoir temporel, du pouvoir des princes. C'est la fameuse querelle des investitures. Et cette fameuse querelle des investitures, qui ne sera pas terminée avec son règne, montre très clairement la volonté de l'Église de distinguer le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Rappelez pour nos téléspectateurs ce que c'est que la querelle des investitures. C'est comme la simonie ou le nicolaïsme, ça mérite quelques petits mots d'explication. La querelle des investitures, c'est tout
simplement le fait de nommer les évêques. Voilà. Les princes au Moyen-Âge, eh bien, avaient un rôle. Il y a même une époque où, peu avant d'ailleurs Grégoire VII, il y avait une époque où les papes étaient nommés par l'empereur. Et alors les grands avaient un mot à dire, mais les empereurs finalement avaient le mot final. Et toute élection, j'ai retenu Grégoire le Grand. Grégoire le Grand, nous sommes au 7e siècle. Grégoire le Grand est élu, il fait valider son élection par l'empereur d'Orient. C'est extrêmement important. Eh bien, la querelle des investitures, c'est que le pape dit « c'est moi qui nomme les évêques ». Voilà. C'est moi qui souhaite avoir le pouvoir sur une hiérarchie ecclésiastique. Oui. Et donc le droit se met en place. Le droit ecclésiastique se met en place. Alors, Grégoire VII, je l'explique dans mon livre, tord un peu le droit et essaie de trouver dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, tous les éléments qui lui permettent de justifier sa position. Mais Grégoire VII, pour moi, je dis dans mon livre qu'il n'y a pas de révolution, parce que d'abord la révolution est un terme très laïque dans l'Église. Il peut y avoir des ruptures. Pour moi, il n'y a qu'une grande rupture intellectuelle, c'est la rupture grégorienne. On parlait de réforme grégorienne, pour moi c'est plutôt une rupture grégorienne. Il y a un monde d'avant et il y a un monde d'après. Il y a une conception de l'Église en tant que structure à part du monde laïque. Et ça date d'il y a 10 siècles. Oui, il met en place le clergé, en fait. Il met en place le clergé. Et on est au XIe siècle. Et on est au XIe siècle. Ouais. Mais alors ça a des conséquences d'ailleurs, parce qu'il y a toute une école historiographique aujourd'hui qui explique par exemple que l'hérésie cathare dans notre Midi, c'est en fait une riposte chrétienne de la base par rapport à une église qui s'est installée comme institution séparée des fidèles. Et une population, une base en quelque sorte, qui a des aspirations spirituelles, etc., et qui n'accepte pas cette évolution. Et ça, je crois que c'est une lecture intéressante des effets de la réforme grégorienne, qu'on a longtemps complètement sous-estimé, parce qu'on imaginait le cathare, mais ça venait d'Orient, du manichéisme, etc. Mais vous avez tout à fait raison. Les choses ont été remises en cause. Un Saint François d'Assise, c'est exactement ce cas. Sauf que Saint François va voir Innocent III. Je raconte l'épisode, puisque je retiens bien évidemment Innocent III dans les papes qui ont bouleversé le monde. Innocent III dominait l'Europe. Mais on a longtemps vu Innocent III comme une sorte de... Parce qu'il se disait vicaire du Christ et que c'est le premier à utiliser le terme de vicaire du Christ, véritablement, eh bien, on disait que c'était Ernst Kantorowicz, que vous connaissez bien, qui a travaillé donc sur Frédéric de Hohenstaufen. Innocent III était considéré comme une sorte de prince temporel, et d'abord un prince temporel. Or, on réhabilite l'aspect spirituel, tout le pan spirituel de son œuvre, parce que c'est Innocent III, c'est aussi le concile de Latran IV en 1215, et Latran IV bouleverse l'Église véritablement. C'est le concile du mariage, c'est le concile de la confession individuelle. Avant, il n'y avait pas de confession individuelle, avant 1215. Or, il institutionnalise la confession individuelle. Vous voyez intellectuellement ce que cela constitue un bouleversement, puisque l'Église met en avant l'importance de la conscience individuelle. Donc dans l'histoire des idées, c'est très important. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est un concile qui prend en compte ce mouvement qui vient de la base et qui est incarné entre eux par cette personnalité de François, qui va voir le pape et qui demande des statuts. Qui demande des statuts à son ordre. Donc l'Église a su prendre en compte ce mouvement spirituel qui venait de la base. L'Église... Elle a des défauts, bien évidemment, parce que c'est une institution humaine, même si c'est une institution qui est d'origine divine, vu qu'elle a été créée dans l'Évangile par le Christ lui-même. Elle a des défauts, mais elle sait s'adapter et elle sait répondre aux défis. On l'a vu tout à l'heure avec le Concile de Trente, où véritablement, encore une fois, le mouvement venait des monastères. Et puis après, s'est développé dans les populations, puis après, s'est développé dans le clergé et sur la hauteur de l'Église, qui est le Saint-Siège, le gouvernement de l'Église. Oui, cette longue durée dans laquelle on s'installe. Alors ça fait effectivement que dans certaines séquences, l'Église ne s'adapte
peut-être pas suffisamment vite. On a évoqué la personnalité remarquable de Pie IX, qui a été à l'occasion son pontificat a correspondu à un renouveau catholique extrêmement brillant, dynamique au XIXe siècle, mais ça a été un petit peu compromis sur le plan politique, parce que Pie IX, il reste attaché à ses États, il passe un peu à côté des grands mouvements de fond de ce XIXe siècle. Ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il subit. Voilà, c'est ça. Il est dans cette position qui est une position inconfortable. Je ne le juge pas, hein, c'est un fait historique. Il se dit lui-même prisonnier au Vatican. Donc quand on est prisonnier, ça veut dire qu'on a les pieds et les mains liés. Et c'était le cas. Et c'est Pie X, qui est considéré comme un pape obscurantiste, qui sort l'Église de ce schéma. Mais ça, Pie IX le perçoit sur un terrain politique, mais dans le même temps, son pontificat correspond à un réveil catholique spectaculaire. C'est l'époque de l'ultramontanisme triomphant en France, c'est l'époque des apparitions mariales avec tout le succès populaire auprès des fidèles qu'elle rencontre. Etc. Sur la fin du pontificat, c'est-à-dire que le charisme pontifical tel qu'on le conçoit aujourd'hui, parce que le pape est une personnalité charismatique, s'est développé bien évidemment avec les médias tout au long du XXe siècle, mais c'est l'image du pape prisonnier au Vatican à la fin du XIXe siècle qui a véritablement popularisé l'image du pape. Alors que le pape, au fond, il était peut-être plus évêque de Rome avant, qu'il ne l'est aujourd'hui, dans la mesure où l'Église était, c'est le fameux principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions se prenaient souvent au niveau des Églises nationales. Il y a eu le gallicanisme, il y a eu le joséphisme, le juridictionnalisme. Le juridictionnalisme, c'est quoi? C'est le fait que les Églises nationales aient un avis et fassent valoir leur avis en face de Rome. Et ça a donné l'anglicanisme. Et l'anglicanisme, les anglicans se sont séparés de Rome. Et l'Église gallicane aurait pu se séparer de Rome. Dieu merci, elle ne s'est pas séparée de Rome. Mais tous ces mouvements sont des mouvements extrêmement importants qui prévalaient avant Pie IX. Et Pie IX, en quelque sorte, du fait de sa position de faiblesse, du fait d'être prisonnier au Vatican, eh bien, on va se mettre à aimer le pape, on va se mettre à prier le pape, on va se mettre à distribuer des images du pape, et ainsi de suite. C'est très important, ça. Il y a une victimisation mobilisatrice dans le camp catholique. Oui. Alors, il y a un autre personnage un autre pontife là, que vous évoquez, alors bien oublié aujourd'hui, mais qui est intéressant aussi, c'est Saint Léon le Grand, parce que c'est le pape un petit peu de la période des tempêtes. Hein, c'est-à-dire que le catholicisme, le christianisme a conquis l'Empire romain, et puis pas de chance, 2 siècles après, on voit déferler les vagues barbares, entre guillemets. Plus la peste. Il a arrêté. Alors, le fait barbare est plus prégnant sous le pontificat de Grégoire le Grand, qui doit faire un choix entre l'Empire et les barbares. Donc un siècle plus tard, nous sommes au VIe siècle. Léon le Grand, c'est effectivement la décadence de l'Empire romain. Mais moi, j'aime beaucoup Léon le Grand. Souvent, on me dit, mais sur les 12 papes, on me pose la question, sur les 12 papes, quel pape que tu préfères? J'aime beaucoup Léon le Grand, parce que justement, c'est un personnage qui, alors que tout s'écroule autour de lui, garde une espérance formidable. Et ça, c'est un moment extrêmement important de l'Église. Et c'est un moment aussi très important de l'Église, parce que c'est la première fois qu'un pape aussi intervient dans un concile avec autorité. Et on le dit au moment du concile de Chalcédoine, en 451, sur un point particulier sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais en gros sur une hérésie qui se développe en Orient, le monophysisme, qu'on appelle le monophysisme, eh bien, il se prononce, il envoie des légats, ce qui était une pratique tout à fait nouvelle. Il envoie des légats pour donner son avis, et on dit Pierre a parlé par la voix de Léon.
Donc une sorte d'infaillibilité avant l'heure. Non, alors pas infaillibilité. Surtout pas. Bon, surtout pas. On ne peut pas parler d'infaillibilité parce que ça voudrait dire que l'Église était véritablement monarchique, ce qui n'était pas du tout le cas. Ce que j'explique dans mon livre. Mais c'est la première fois que le pape se prononce dans un concile de manière avec autorité, pas autoritaire. Pourquoi pas autoritaire? Parce que c'est un homme qui écoute. C'est un homme qui, avant de trancher, prend tous les avis. En cela, je trouve qu'il a beaucoup de points communs avec un Benoît XVI. C'est-à-dire que Benoît XVI, je pense que le pape François aujourd'hui est beaucoup plus autoritaire que ne l'était Benoît XVI. Benoît XVI, il écoutait toutes les parties. Et après, finalement, il tranchait. Eh bien, Léon le Grand, c'est exactement la même chose. Et c'est un pape qui est très proche du pouvoir oriental. Pourquoi? Par légalisme. Parce que le pape, encore une fois, devait faire valider son élection par l'empereur. Et puis le centre de gravité de l'Église chrétienne à l'époque est encore largement en Orient. C'est Constantinople. Tout à fait. Et puis Léon, c'est celui qui arrête Attila. Exactement. Selon la tradition. Exactement, c'est celui qui arrête Attila, et ce qui est révélateur, puisque on reproche beaucoup à l'Église, avec le temps, d'avoir pris un pouvoir politique. Mais c'est un pouvoir politique qui se crée de fait, qui se crée par nécessité. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'Empire romain d'Occident est en pleine déliquescence avant de disparaître, et qu'il n'est plus à même d'assurer la sécurité. Donc les populations, elles se tournent vers qui? Vers le seul pouvoir en place capable d'assurer cette sécurité. Et c'est l'Église. Et le pape va à la rencontre d'Attila pour l'arrêter. Alors il y a plusieurs raisons. C'est un peu comme Jean 23 tout à l'heure qui évite un conflit nucléaire. Il y a plusieurs raisons. C'est un élément majeur. Mais ce n'est pas le seul élément. Il y a d'autres éléments qui font qu'on a évité un conflit nucléaire. Eh bien, Attila, c'est la même chose. Il y a plusieurs éléments qui ont fait que Attila a rebroussé chemin. Mais Léon le Grand est un de ces éléments capitaux. Et on a bien compris que c'est votre préféré, Christophe Dickès. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dickès pour ce survol passionnant de l'histoire de l'Église à travers les figures donc de 12 souverains pontifes. 12 sur combien? 12 sur 266 papes. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, donc c'est 12 papes qui ont bouleversé le monde aux éditions Talendier. Merci chers amis téléspectateurs et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.